Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Régis Le Sommier, directeur de la publication d'Omerta, auteur dernièrement de Jusqu'au dernier Ukrainien aux éditions Max Milo. Régis Le Sommier qui va nous présenter le dernier numéro d'Omerta, La guerre des mondes. On a un petit teaser qu'on va faire passer. Mais d'abord, Régis, je voudrais vous faire réagir en direct à cette affaire Tucker Carlson parce qu'il se trouve que vous êtes particulièrement touché par cette affaire. Vous avez vécu la même chose. J'ai vécu la même chose, c'était il y a 2014 avec Bachar el-Assad, où moi j'avais été carrément insulté. Donc à l'époque, vous étiez rédacteur en chef de Paris Match. Oui, directeur adjoint de Paris Match. Je m'étais rendu à Damas, comme l'a fait Tucker Carlson à Moscou, pour tendre le micro à une personne effectivement qui était au centre de l'actualité mondiale à l'époque. J'avais mes questions et j'ai été très surpris par la charge, notamment de mes confrères du Monde. Quand je suis revenu, j'ai eu pas moins de 3 articles à charge contre mon interview dans Le Monde. Alors on sait que c'est la voix du pouvoir, on va dire. Mais surtout d'avoir été insulté à l'antenne d'Europe 1 par Laurent Fabius. Je me souviens qu'à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères, j'avais été défendu par Jean-Pierre Elkabbach. Je lui rends hommage au passage, oui, qui avait dit que mon interview était absolument essentielle et qu'il fallait la lire. Non, j'étais très surpris parce que qu'on critique Assad ou qu'on critique Poutine dans ce qu'ils disent dans ces interviews, dans ce qu'ils diront, parce que c'est pas exactement encore ce qu'il a dit à Tucker Carlson, qu'on le critique, qu'on dise il a tort là-dessus, etc. Mais on ne fusille pas celui qui tend le micro et qui a obtenu. En fait. C'est notre boulot. Moi, j'ai expliqué, j'ai fait un tweet quand j'ai vu toute la polémique. J'ai vu qu'il y avait des parlementaires européens qui proposaient d'interdire Tucker Carlson de séjour en Europe, notamment un parlementaire belge. Donc ça y est, la petite musique commence. S'il interviewe Poutine, interdit de séjour en Europe. Peut-être précisons quand même, Tucker Carlson, c'est un phénomène parce que justement, il a quitté Fox News et là, il fait des interviews au succès monstre sur Twitter, sur X. Oui, tout à fait. Il n'est pas indemne de toute critique non plus, mais si vous voulez, il a quand même des canons journalistiques. Il a des opinions très tranchées, peut-être trop tranchées, moi je trouve. Mais sinon, c'est quand même quelqu'un, c'est une sommité. Mais ce qu'il faut rappeler aux États-Unis, c'est que Tucker Carlson, d'ailleurs, avant de pouvoir réaliser cette interview, a été littéralement traqué, espionné par le gouvernement américain, son portable surveillé. Il le dit, il le raconte comment ça s'est passé. Si vous voulez, ça c'est des pratiques nouvelles. On expliquait ce qui se passe en Europe, cette espèce d'illibéralisme qui est en train, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron, qui est en train de se développer au sein de l'Union européenne, ce qui est très très inquiétante. Cette espèce de censure, de liberté d'expression au nom du bien, évidemment, au nom on disait de la Macronie. Pour nous protéger. Oui, c'est ça, c'est toujours on sait mieux que vous et donc il faut pas parler aux méchants. Mais pour ce qui est de Tucker Carlson, moi je rappellerai que il y a eu des interviews très célèbres dans l'histoire conduites par cet immense journaliste qui était Mike Wallace de Roumanie en 1979. Vous avez eu Barbara Walters qui était allée aussi interviewer Bachar el-Assad au moment où Assad était un ennemi des États-Unis. Vous avez Christiane Amanpour qui avait été interviewé à Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad. À l'époque, le gouvernement américain était embarrassé mais le principe sacré, c'est la liberté d'expression, et donc le gouvernement américain ne s'est jamais mis en travers des démarches de ces journalistes-là. En France, c'était la même chose. On a eu des gens, on a des interviews de Fidel Castro, de gens qui gênaient, mais je dirais, le but d'un journaliste, c'est évidemment moi quand quand j'enseigne dans des écoles de journalisme, je dis il faut un principe fondamental, c'est de jamais se dire qu'on peut pas aller quelque part. Il faut toujours essayer, quand on est journaliste, de pousser la curiosité au maximum jusqu'à regarder le diable en face. Et là, ce que va faire Carlson, alors on dit oui, mais c'est un sympathisant de Poutine, oui, mais non, c'est un journaliste américain, donc il posera les questions, y compris des questions qui dérangent Poutine. C'est pas du tout le factotum ou le petit télégraphiste de Poutine. C'est un journaliste à la base et un journaliste accompli
multiplient. Donc voilà, sur cette polémique. En fait, il tend le micro. Oui. Vladimir Poutine a dit des choses à dire, on est d'accord, pas d'accord. Mais il faut l'entendre pour comprendre. Didier Maisto le disait tout à l'heure, chacun est libre de penser et les gens de critiquer ou de ne pas adhérer à ce que va leur raconter Poutine. C'est ça qui est incroyable, cette espèce d'occultation et une forme de tentative qui vient une forme de totalitarisme libéral, j'appellerais ça, qui est en train de se mettre en place progressivement, une petite musique comme ça, qui progressivement nous prive de nos libertés et nous prive de la première de ces libertés, c'est celle d'informer. Mais on l'a vu d'ailleurs avec la fermeture de RT, de Russia Today, et heureusement aujourd'hui vous avez Omerta qui sort son dernier numéro. On va regarder le petit teaser qui est très bien fait d'ailleurs d'Omerta. On regarde ça. Merci. Puis on en parle. Alors, bon, ça donne envie en tout cas. De quoi parle ce dernier numéro, donc l'intitulé est La guerre des mondes. Alors, La guerre des mondes, on a repris le titre du célèbre premier roman de science-fiction de l'histoire, de H.G. Wells, paru en 1898. Pourquoi on a pris ce titre ? Parce que, bon, effectivement, on a fait la grande partie d'échecs entre Poutine et Biden, avec tous les différents acteurs. En fait, on a voulu s'interroger sur ce que j'appelle, moi, la tectonique des plaques, qui a démarré le 24 février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui s'est poursuivie l'année dernière avec le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas sur les kibboutz du sud d'Israël. Deux événements, il y en a d'autres bien sûr, mais qui ont rebattu les cartes au niveau international. C'est là où on appelle ça la guerre des mondes. Pourquoi ? Parce que il s'agit pas, comme à l'époque de Wells, d'imaginer que des Martiens, on va pas vous annoncer dans ce journal que des Martiens vont attaquer la Terre, mais que, en fait, cette guerre des mondes et peut-être cette possible destruction, elle vient de nous et de nous seuls, en fait. Et que on est en train d'assister devant nos yeux à une recomposition. Vous savez, il y a cette phrase célèbre d'Antonio Gramsci qui disait le vieux monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. On est vraiment dans le clair-obscur aujourd'hui, et ce clair-obscur, nous on essaie de l'éclaircir un petit peu. Donc on appelle un certain nombre d'acteurs, de polémistes, de grandes voix de la géopolitique pour essayer de déchiffrer. Et en particulier, ce qui est très intéressant dans ce magazine, c'est cette prise de parole de François Fillon, assez rare, qui était quand même donc Premier ministre de la France dans des temps aussi troublés, et qui nous explique un petit peu sa vision. On a beaucoup entendu Dominique de Villepin, Hubert Védrine et quelques autres, mais là... Il est aligné à peu près avec ses visions. Oui, il est à peu près dans cette idée que l'Occident est dans une pente inquiétante et qu'on ne s'en rend pas forcément compte en Occident. Si vous voulez, quand il dit le titre de son papier, c'est éviter le tous contre l'Occident. Il n'est pas trop tard pour que nous, Français, nous, Européens, nous, Américains, tout ce monde auquel nous appartenons, reprennent pied face au reste du monde, mais que si on ne fait pas attention, le reste du monde pourrait très bien nous oublier rapidement, ou en tout cas nous mettre de côté. C'est ça le problème, c'est que ce monde-là, cette guerre des mondes, qu'est-ce qu'elle provoque ? Elle provoque une recomposition de la planète, et nous, on a voulu évidemment la suivre un peu partout. Il y a un trait, comme le montre le teaser, on fait un gros reportage évidemment sur la guerre dans le Donbass, guerre qui continue, dans laquelle... il y a une balle qui est passée... Non, c'est pas une balle, vous avez failli vous faire toucher par... Un drone, un drone ukrainien, puisqu'on était côté russe cette fois-ci. Et donc... oui, c'est une guerre, dans toute son horreur, qui ressemble vraiment à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale, plus qu'à n'importe quelle autre guerre que j'ai couverte. On vous amène là vraiment dans
très près du front, on est vraiment avec les soldats, la guerre en hiver, il fait entre -12 et -17 tous les jours, les conditions sont absolument dantesques et ça fait 2 ans que ça dure. Donc on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre quel est le rapport justement entre les deux armées, qui pourrait l'emporter. Les Russes en ce moment sont à l'offensive, les Ukrainiens ont moins d'obus. On analyse tous ces aspects à travers les expériences personnelles, c'est du vécu. Également, je souligne aussi le reportage magnifique qui a été fait par Jonathan Alperi, notre correspondant aux États-Unis, sur la guerre de la drogue. On a beaucoup parlé des États-Unis et je sais que vous avez fait une émission sur le Texas, enfin vous avez parlé du Texas. Derrière justement les problèmes migratoires liés au Texas, liés à cette sécession du Texas, on va dire, il y a cette guerre de la drogue, il y a ce fléau du fentanyl, cette drogue de synthèse bon marché qui inonde les États-Unis aujourd'hui et qui provoque des ravages dans la population. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la drogue du zombie. Donc on explore les États-Unis avec nos yeux. On est également à Gaza. Oui, alors le même Jonathan Alperi nous ramène aussi un reportage de Gaza. C'est quoi ces images où on voit un entraînement sur une cible qui a l'air d'être l'étoile de David? Alors ça, c'est les troupes, les forces spéciales du Hezbollah. Et là, on a un papier de Paul Khalifeh au Liban. Paul Khalifeh, qui est le correspondant d'RFI là-bas, qui est un vieux de la vieille, je vais dire, un très très bon journaliste et qui ausculte justement. On a Gaza avec Jonathan et on a avec Paul Khalifeh, on a le Liban, on a le Hezbollah. On a les milices chiites irakiennes frappées en ce moment ou qui frappent les États-Unis. Il y a la question des Houthis aussi. Enfin bref, on essaie de prendre un peu de recul aussi par rapport à cet autre conflit et voir un peu vers où ça pourrait aller maintenant. Alors, je trouve ça absolument passionnant et vraiment numéro à dévorer. Une question, mais en fait, je trouve que votre couverture est très très bien choisie et elle ouvre beaucoup de portes puisqu'on voit donc, comme vous l'avez dit, on voit Biden et Poutine s'affronter sur une partie d'échecs on voit bien que les pions sont des pays où j'ai l'impression la communauté LGBT, ou des idéologies. Et en fait, c'est ça. On se demande si aujourd'hui se joue finalement une guerre par procuration de peut-être deux grands, ou peut-être que derrière Poutine d'autres avec les BRICS, je ne sais pas, et que toutes ces autres scènes qui se déclenchent partout ne sont que des cases pour c'est vraiment l'impression qu'on a aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe. C'est exactement ça, Clémence, vous avez bien défini ça. Disons que c'est on fait de Poutine le maître du jeu ou de Biden le maître du jeu. On est effectivement dans une forme de nouvelle guerre froide où chaque pion doit aller dans un camp, même si certains jouent sur les deux tableaux. Turquie, par exemple. L'Iran, on sait pas très bien. Même l'Iran qui joue une carte régionale aussi. Aussi, tout ça est extrêmement complexe. Les BRICS aussi. On dit, est-ce que les BRICS... D'ailleurs, François Fillon en parle beaucoup. L'Arabie Saoudite. Il dit, attention, sur les BRICS, on a dit, c'est une masse sans unité, mais justement, leur unité, c'est d'être contre nous. Est-ce que c'est pas là le danger ? Et donc, l'Afrique du Sud aussi, on a un très bon papier sur l'Afrique du Sud, sur la Chine, sur l'Amérique du Sud. On n'oublie pas l'Amérique du Sud. On a un polémiste brésilien qui prend la parole. On a également une analyse de Javier Milei. Enfin, tout ce qui est en train de se passer sur le continent sud-américain qu'on a tendance à oublier un petit peu, mais qui joue aussi sa part. Bien sûr. Donc, tout ça... Toutes les cartes sont rebattues, tous les pions sont en train de... la partie est... La Corée du Nord... est difficile, on n'a pas du mal à deviner la fin. Vous avez évoqué la Corée du Nord. Moi, je me suis rendu compte d'une chose en allant côté russe sur le front de Bakhmout, c'est que tous les artificiers qui envoient des obus là-bas tirent du 152 mm nord-coréen. Ce sont des obus donnés par Kim Jong-un à Vladimir Poutine, négociés pendant sa visite en septembre dernier à Moscou. Et aujourd'hui, les Ukrainiens manquent précisément de ce 152 mm pour pouvoir rivaliser au niveau puissance de feu avec l'artillerie russe. Et Poutine a comblé justement ce manque de munitions grâce à la Corée du Nord. Régis, une dernière question, parce que je sais que ça vous a beaucoup touché et moi, ça m'a beaucoup ému. C'est dommage, je n'ai pas préparé le sonore, mais on a entendu et on a vu cette scène qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est du côté, d'abord, ça commence sur le front russe. Ah oui. On entend les soldats russes entamer une chanson donc russophone, classique, on va dire, et traditionnelle.
et le front ukrainien reprendre derrière. Oui, c'est extrêmement touchant parce que dans le même ordre, la chanson c'est Katyusha, qui est une vieille. C'est Katyusha qui chante. C'est Katyusha, oui. C'est une vieille chanson de soldats soviétiques de l'époque soviétique. Deux remarques, oui, c'est touchant. Ça m'a rappelé un petit peu, dans une moindre mesure, la trêve de Noël de 1914, même s'il n'y a pas vraiment de trêve. Mais c'est les Russes qui ont l'initiative, qui chantent et on entend donc Déjà, on voit qu'ils sont très proches. Hein. Donc c'est les frères slaves qui se font la guerre. Dans le même ordre d'idées, quand j'étais à Bakhmout, je discutais avec un instructeur, un ancien de Wagner, qui m'expliquait que il avait un cousin, que là ils avaient arrêté de se parler parce que il avait un cousin, lui il est ukrainien pro-russe, et que son cousin combattait de l'autre côté. Et ils ont stoppé les communications quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient exactement de part et d'autre de la ligne de front. Là, ils ont arrêté de se parler. Alors je dis, est-ce que un jour vous recommencerez à vous parler? Il me dit peut-être. On avait maintenu un lien pendant la guerre, en dépit de tout. En dépit de... Mais voilà, je dis souvent que cette guerre, je crois que c'est une définition d'André Malraux, et ça le symbolise complètement, qui dit la guerre civile, c'est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup Régis, et merci de continuer d'aller sur le terrain, c'est rare et il faut le souligner. Merci à Omerta en tout cas. Et donc